Nous sommes dans la République démocratique du Laos, en Asie du Sud-Est. Au nord-est de la province de Xayaburi, le barrage de Xayaburi est en construction. Le barrage, en quelques mots, c'est un potentiel de 1285 MW par jour et un coût prévisionnel de 3,5 milliards de dollars. À la fin de sa construction, prévue pour 2019, sa taille sera de 32,9 mètres de largeur sur 820 mètres de longueur. C'est le premier barrage qui serait situé sur le cours principal du Mékong. Le projet a été validé en 2007 et après de nombreuses tergiversations, sa construction a débuté en novembre 2012. Depuis 2007 et aujourd'hui encore, la construction du barrage est sujette à une grande controverse qui secoue l'Asie du Sud-Est et la communauté internationale. Bien que le Laos soit un pays pauvre, enclavé, aux ressources limitées et aux marges de manœuvre restreintes, il possède un atout hydroélectrique incontestable. Ses frontières encadrent une part substantielle du bassin du Mékong, 40% des affluents naissant en effet au Laos du fait des fortes précipitations. La priorité accordée à l'industrie hydroélectrique s'analyse aussi à la lumière des objectifs de croissance et d'éradication de la pauvreté dans le pays. L'hydroélectricité présente effectivement des avantages majeurs permettant la mise à disposition d'une électricité fiable et à faible coût pour la population et les investissements énergivores comme les mines ou l'industrie manufacturière, tout en favorisant l'accumulation de devises via les exportations. Le secteur est en passe de devenir le premier contributeur à l'économie nationale. Le rythme de construction des barrages s'accélère. 12 barrages sont entrés en phase de production sur les 10 dernières années et actuellement 25 sont en phase de développement avancé. En 2012, l'électricité représentait 22% des exportations contre seulement 10% en 2008. L'électrification du territoire a permis de passer à un taux d'accès à l'électricité de 15% à près de 80% en 15 ans. Sur le plan régional, le Laos compte utiliser cette ressource pour s'affirmer en Asie du Sud-Est. En tant que pile électrique de l'Asie du Sud-Est, le Laos rendrait ses voisins dépendants vis-à-vis de sa production électrique. Il faut cependant savoir que c'est la Thaïlande qui bénéficiera en majeure partie de l'électricité produite par ce barrage. 95% de l'électricité sera redistribuée à la Thaïlande via l'IGAT, une agence publique thaïlandaise de distribution de l'énergie. La construction du barrage a d'ailleurs été concédée pour 30% à Can Chong, une entreprise privée thaïlandaise, à travers sa filiale la Xayaburi Power Company Limited, et à 25% à PTT Power Company Limited, une entreprise publique thaïlandaise dans le secteur de l'énergie, à travers sa filiale Natis Energy. Une concession a été attribuée à Can Chong pour une durée de 27 ans pour la propriété et l'exploitation du barrage à travers un contrat BOOT. Le tout étant financé par un consortium de 4 banques thaïlandaises, la Bangkok Bank, la Kasikorn Bank, toutes deux privées, et la Krone Thai Bank, détenue à 56% par l'État thaïlandais, et la Siam Commercial Bank. Néanmoins, très rapidement, le projet de barrage est tombé sous le feu des critiques. La communauté internationale s'est insurgée contre ce projet sur le fleuve qui fait vivre la deuxième plus grande biodiversité du monde. Nous allons maintenant nous demander quelles peuvent être les conséquences environnementales d'un tel projet. En amont du Mékong, deux problèmes se posent. D'une part, la mise en place du barrage va entraîner la rétention d'énormes quantités d'eau, créant ainsi un lac artificiel. Or, ce lac aurait pour conséquence d'inonder des terres actuellement émergées. D'autre part, ce barrage étant producteur d'électricité, des métaux lourds risquent de fuiter dans les eaux retenues par la structure. Ces métaux vont alors s'accumuler et polluer la rétention d'eau, faisant du lac artificiel une étendue d'eau polluée. En aval, les ONG redoutent l'érosion des sols. Les actuels 4 mètres de profondeur du Mékong seraient en effet diminués par le barrage probablement à 3 mètres. En conséquence, 1 mètre de terre actuellement immergé va se retrouver à l'air libre. Ce mètre de terre étant composé de sédiments spécifiques, ceux-ci vont alors sécher et s'éroder. Ils sont pourtant nécessaires à la fertilisation des sols. La construction du barrage pourrait en outre empêcher le dépôt naturel de limon, fait de sédiments dans le delta du Mékong. Par conséquent, les paysans locaux seront amenés à déplacer leur culture vers les terres, présupposant une déforestation préalable. In fine, c'est la forêt qui sera annihilée, tout comme l'aspect du paysage de cette partie du Laos, selon une étude de Wyatt and Baird de 2007. De plus, les paysans pourraient utiliser des produits chimiques afin de contrebalancer la réduction de la fertilité de leurs terres. Enfin, la construction du barrage pourrait entraîner un déséquilibre profond de l'écosystème régional. Le lac Tonle Sap au sud du Cambodge est le poumon de l'écosystème du fleuve.
près de 2/3 des 1100 espèces de poissons qui l'arpentent y naissent. Un renversement saisonnier des eaux permet aux animaux de rejoindre le lac et d'y faire naître leurs petits. Avec la mise en place du barrage de Xayaburi, le débit en aval devrait être réduit d'un quart. En conséquence, les experts ne peuvent prévoir si le phénomène de renversement sera préservé. La construction du barrage a également des conséquences sociales pour la population située près du site de construction. À l'heure d'aujourd'hui, on dénombre 14 villages Lao qui ont été déplacés. Selon Radio Free Asia, les habitants de 6 villages ont été déplacés vers Waihip, qui a dû s'agrandir en 2013. En septembre 2012, International Rivers a publié une étude de terrain, The Xayaburi Dam Threatening Food Security in the Mekong, qui stipule que les villageois de Benway Sui auraient été avertis seulement quelques jours avant la délocalisation. Selon la loi laotienne, les personnes déplacées doivent recevoir une compensation à la hauteur du coût d'opportunité économique, ce que la société constructrice Karnchang n'a pas respecté, selon International Rivers. En effet, la société Karnchang n'aurait pas donné de compensation pour la pêche qui est devenue moins accessible, les parcelles agricoles plus petites qu'avant et les terres moins fertiles. De plus, les maisons qui ont été fournies sont plus petites, plus fragiles, et les villageois auraient dû finir de les construire eux-mêmes. Enfin, les emplois sur place ne pourvoient pas la nouvelle demande. L'insécurité alimentaire devient grave selon International Rivers. Devant toutes les difficultés liées à la construction du barrage, de nombreux organismes ont ouvertement critiqué le projet. L'opposition régionale se cristallise au sein de la MRC. La MRC, Mekong River Commission, fut créée en 1995 pour résoudre les problèmes liés à la gestion et à l'exploitation des eaux du bassin du Mekong. Le siège de la MRC est situé à Vientiane, au Laos. Elle regroupe 4 États, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam et le Laos. La MRC est dirigée par un conseil et un comité, comprenant un membre de chacun des 4 pays au niveau des ministres. Cette institution cherche le consensus entre ses membres, cependant, elle n'a qu'un rôle consultatif. Elle produit et finance des études, mais elle ne dispose pas de réels moyens de pression pour empêcher la construction des aménagements décidés par ces pays. En 2011, la MRC décide de repousser sa décision finale sur le barrage de Xayaburi en attendant que soit réalisée une étude systématique de l'impact transfrontalier du barrage. Une évaluation environnementale stratégique réalisée sous l'égide de la Commission du Mekong recommande un délai de 10 ans pour mener des études supplémentaires au vu de l'ampleur des risques potentiellement induits pour la biodiversité et des communautés locales. Au sein de la MRC, la Thaïlande et le Laos soutiennent la réalisation du projet. Il doit faire face à l'opposition du Vietnam et du Cambodge. Le gouvernement vietnamien refuse la construction du barrage, car il s'inquiète de l'impact que celui-ci pourrait avoir sur la région vietnamienne du delta du Mekong, qui compte 18 millions d'habitants et qui est le grenier à riz du Vietnam avec 50% de sa production vivrière et 95% de ses exportations de riz. Le gouvernement cambodgien s'inquiète quant à lui des risques que le barrage fait peser sur la sécurité alimentaire de la population. En effet, au Cambodge, 50% des protéines sont tirées du poisson. La pêche compte entre 10 et 12% du PIB cambodgien. La plus grande partie se concentre sur la région du Grand Lac Tonlé Sap. Outre cette opposition au sein de la MRC, il faut souligner l'opposition des ONG et de la population locale. Les ONG locales et internationales ont, dès le début de la construction du barrage de Xayaburi, exprimé leurs inquiétudes concernant les dangers qui pouvaient affecter les populations. Avertissant qu'un tel ouvrage allait entraîner une catastrophe environnementale et humaine, l'ONG International Rivers a réclamé dès 2011 l'abandon du projet. La WWF a également mis en évidence dès 2011 les risques que la construction du barrage faisait peser sur les populations. Des ONG vietnamiennes, cambodgiennes, thaïlandaises et internationales se sont réunies avec des représentants de communautés de villages locaux sous la coalition Save the Mekong. Cette coalition a fait part de ses préoccupations concernant l'impact écologique que pouvait avoir le barrage auprès des responsables politiques des membres de la MRC. Les populations locales ont également directement exprimé leur opposition au projet. En 2011, 37 villageois représentants des communautés thaïlandaises riveraines du Mekong ont déposé une plainte contre le ministère thaïlandais de l'énergie et le gouvernement au tribunal administratif à Bangkok pour tenter de faire rompre le contrat par lequel le GAT achetait l'électricité produite par la Xayaburi Power Company. Mais cette plainte a été rejetée en 2011. En juin 2012, plus de 500 villageois dans l'est du Cambodge ont organisé une marche pour protester contre la construction du barrage. La construction de ce barrage suscite en outre de nombreuses interrogations. Devant les protestations du Vietnam et du Cambodge quant au projet,
Le Laos a recours en 2011 à l'agence finlandaise d'expertise en ingénierie Pöyry afin d'évaluer l'impact écologique du barrage. Or, Pöyry a déjà travaillé avec Karnchang dans le cadre d'un autre barrage au Laos, ce qui le place dans une situation de conflit d'intérêts. Le cabinet est condamné en Finlande suite à une plainte d'associations telles que les Amis de la Terre pour le non-respect des règles éthiques émises par l'OCDE. Le cabinet est discrédité une nouvelle fois en 2012 et est blacklisté par la Banque mondiale pour des accusations de corruption. Le Laos, pour retrouver du crédit, fait alors appel à la Compagnie nationale du Rhône afin de valider les conclusions du cabinet. En 2012, la Compagnie nationale du Rhône, entreprise détenue par les collectivités territoriales françaises et par GDF, fournit un rapport sur des points précis demandés par le gouvernement laotien. Ce rapport valide les conclusions concernant la navigabilité, montre des réserves vis-à-vis du transport des sédiments et propose la construction d'un couloir à poissons, l'entreprise ayant un savoir-faire dans ce domaine. La CNR, critiquée à son tour par les ONG, explique dans un communiqué datant d'août 2012 qu'il ne leur a été demandé que de valider certains points techniques et précis et non l'ensemble du projet. En mars 2015, la CNR annonce dans un communiqué qu'elle entend renforcer sa coopération avec le gouvernement du Laos. D'autre part, un autre point d'interrogation concerne le conseil d'administration de la Siam Commercial Bank. Il est en effet dirigé par Anand Pangyarachun, ancien ministre thaïlandais, qui lors de son premier mandat en 1991 avait accordé une aide inédite de 200 millions de bahts au gouvernement communiste laotien, ce qui soulève certains soupçons. On peut de même s'interroger sur le rôle de la famille thaïlandaise Shinawatra, influente à la fois en politique et dans l'industrie. Il y a en effet une coïncidence entre l'arrivée au pouvoir de Yingluck Shinawatra en 2011 et la reprise de la construction du barrage, qui devait pourtant être suspendu pour 10 ans. Enfin, une autre question se pose. En avril 2012, une étude menée par des experts thaïlandais en énergie et commandée par un consortium de 130 ONG a démontré que la Thaïlande n'a pas besoin, même à long terme, de l'apport en électricité fourni par le barrage de Xayaburi. On peut donc légitimement se poser la question de l'existence de marchés publics frauduleux, n'ayant pas pour but la satisfaction de l'intérêt général, mais seulement celle des grands industriels de la région. Quoi qu'il en soit, il semble clair que la stratégie du Laos est de mettre les autres pays de la MRC devant le fait accompli, grâce à un subtil double jeu, en tempérant lorsque les critiques battent leur plein et en reprenant systématiquement la construction après. Le barrage serait aujourd'hui construit à 30% et témoigne de l'impuissance des acteurs opposés au barrage dans la région.